Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le cas de l'opposante béninoise Rekia Madougou inquiète. La candidate recalée à la présidentielle du 11 avril 2021 est en détention provisoire depuis 2 semaines. Malgré un état de santé jugé préoccupant, l'opposition s'insurge. Les réformes politiques et institutionnelles pour bâtir un Mali moderne. Voilà l'objectif affiché par les autorités maliennes de transition qui viennent d'annoncer la création d'un comité d'orientation stratégique. Et la délivrance de la carte de séjour est désormais soumise à de nouvelles conditions au Gabon. Une quittance de paiement du précompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques vient s'ajouter aux documents habituellement demandés aux expatriés. Au Bénin, l'état de santé de l'opposante Rekia Madougou inquiète. La candidate recalée à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 est en détention provisoire depuis le 5 mars pour financement présumé du terrorisme, des allégations qu'elle nie. Son avocat s'est exprimé. Le point sur la situation avec Aïssatou Diamanka-Besland. L'ancienne ministre Rekia Madougou, sous le régime de Thomas Yaïboni, est toujours en détention provisoire depuis le 5 mars 2021. Elle a été transférée à la prison civile de Massérété après avoir été inculpée pour financement du terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Son avocat, maître Mario-Pierre Stézy, parle de kidnapping. Elle a été interpellée, moi je dis kidnappée, pour dire les choses, le 3 mars après un meeting. Et après une présentation plus que rapide devant la Criette, la cour dont vous avez fait état tout à l'heure, elle a été immédiatement placée en détention arbitraire provisoire, en détention provisoire, sans avoir été entendue sur le fond, sans qu'il y ait aucune preuve, en attente de son audition. Mais quand interviendra-t-elle, nous ne le savons évidemment pas. La candidature de Rekia Madougou à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Elle devait faire face au président sortant Patrice Talon, candidat à sa propre succession dans le ring politique. Son avocat dénonce une machination politique, une violation des acquis démocratiques et des droits de l'homme. Quand les choses, ne se savent pas, il est facile de bafouer la démocratie et les droits de l'homme. Quand les choses commencent à se savoir, j'espère qu'il y aura une certaine honte pour un pouvoir qui s'affiche comme une démocratie à traiter ainsi un opposant politique. Je me permets de rappeler, toutes choses étant égales par ailleurs, peut-être s'agit-il de coïncidence, mais qu'on n'est pas au premier accroc dans cette campagne vers l'élection présidentielle. Je crois savoir qu'il y ait une tentative d'assassinat. Je ne dis pas que le pouvoir est derrière tout cela, mais je crois savoir qu'il y a une tentative d'assassinat d'un précédent candidat il y a quelques semaines. Je peux vous dire que Mme Madougou avait annoncé que certainement on allait lui imputer de fausses accusations, y compris de terrorisme, pour l'écarter de cette course présidentielle. Il faut que ce scandale se sache. Alors la pression, ça commence par faire connaître à tous ceux qui ont un réel poids, une position respectable, faire connaître ce scandale afin que peut-être, et je l'espère, le pouvoir béninois mette un terme à cette détention arbitraire. En dehors de ses avocats, l'opposition demande sa libération depuis son arrestation. Selon elle, Rekia Madougou est loin d'être une terroriste. Également dans l'actualité, au Mali, un accord de cessez-le-feu a été signé le 14 mars entre les chasseurs d'Onzo et les terroristes qui assiègent la localité de Farabougou depuis octobre 2020. L'occupation de cette localité par des hommes armés empêchait jusqu'à présent les populations de vaquer à leurs occupations et de se procurer de la nourriture. Les négociations ont abouti à la levée du blocus imposé sur cette localité. En retour, les terroristes ont obtenu la libération de certains de leurs éléments emprisonnés. Notons qu'aucune réaction officielle n'a été enregistrée à propos de la signature de cet accord.
En quête de paix et de stabilité, les autorités maliennes de transition semblent bien décidées à réformer le Mali pour assurer l'organisation des élections en 2022. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a annoncé le 15 mars la mise en place d'un comité d'orientation stratégique. Le point sur ce projet avec Joël-Marie Ballot. À l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et les forces vives de la nation le 15 mars 2021, le chef du gouvernement de transition a indiqué qu'il procédera dans les prochains jours à la création d'un comité d'orientation stratégique. Cette commission aura pour but de mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles du Mali avant les élections prévues au cours du mois de mars 2021. La mise en place de ce comité stratégique est une avancée démocratique notable, car l'une des insuffisances de cette transition politique était la mise à l'écart des partis politiques. Comment peut-on organiser des réformes politiques et institutionnelles dans un État sans parti politique? Et cette transition, dès le départ, avait commis cette faute essentielle, car en raison notamment de l'immobilisme des partis politiques, la classe politique malienne a été fortement condamnée après le coup d'État du 20 août 2018, et la majeure partie des populations maliennes voulaient la mise à l'écart totale de cette classe politique. La réussite de la transition politique passera par la création de ce comité qui poursuit un triple objectif. Créer un cadre inclusif d'échange et de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles à mener pendant la transition, impulser une dynamique et orienter la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, assurer la coordination et le suivi dans la conduite des réformes majeures à mener dans les domaines politiques et institutionnels. Donc le comité stratégique alors constitue réellement un rattrapage du mauvais départ de la transition politique en intégrant les partis politiques qui sont essentiellement les véritables acteurs de l'animation de la vie politique dans un État. La constitution malienne du 26 février 1992 est claire, qui dit que la vie politique au Mali doit être animée par les partis politiques. Donc on ne peut pas aller dans une réforme institutionnelle sans les inclure en tant que tels. Pour le bon fonctionnement de ce comité, 4 groupes thématiques seront créés. La réorganisation territoriale, le cadre électoral, la réforme constitutionnelle et la régionalisation. Cette rencontre, selon les membres de la société civile malienne, représente ainsi la concrétisation de l'un des 6 axes du plan d'action du gouvernement de transition, adopté le 22 février 2021 par le Conseil national de transition. Dans le reste de l'actualité, l'Est de la République démocratique du Congo subit les conséquences des pluies diluviennes enregistrées en février. Au moins 10 ponts du territoire du Nord Kivu sont toujours coupés. Ces aléas climatiques ont également endommagé des structures scolaires et sanitaires. Les populations de cette région en appellent au soutien du gouvernement. Au Soudan, la monnaie locale a été dévaluée de 85%. L'annonce a été faite par la Banque centrale pour réduire l'écart entre le cours officiel de la livre soudanaise et celui pratiqué au marché noir. Cette mesure a pour but de sauver l'économie à l'heure où le taux d'inflation a dépassé les 300%. Un sujet de Philomène Tiné. Afin de répondre à la forte demande des créanciers internationaux du Soudan et du Fonds monétaire international, la Banque centrale soudanaise a dévalué la monnaie nationale du pays de 85%. Le taux d'inflation annuel a atteint 304,3% en janvier dernier. C'était impératif sous la pression de la communauté internationale. Le gouvernement soudanais, il a dû dévaluer la valeur de la livre soudanaise. Cette mesure, finalement, il s'est avérée très bénéfique pour le gouvernement soudanais. Le FMI doit pouvoir se prononcer sur le cas soudanais. D'ailleurs, il y a aussi les Somaliens. Ils vont pouvoir être réhabilités donc au sein des institutions financières internationales et du coup, le Soudan va pouvoir emprunter de l'argent après plus d'une trentaine d'années. En dévaluant la monnaie nationale soudanaise, la Banque centrale du pays a procédé à une harmonisation du taux de change officiel de la livre soudanaise avec le taux de change sur le marché noir. Avec cette mesure, le pays espère surmonter la crise économique et obtenir un allègement de la dette. Le Soudan est virtuellement en faillite avec une dette de 60 milliards de dollars, équivalent à 2 années et demie de produit intérieur brut. Petit à petit, on espère pouvoir finalement sortir le pays de ce marasme. Si la livre atteint un tel point, c'est parce que le pays ne produit plus. Donc, pour attirer les investisseurs, pour faire redémarrer la machine économique et pouvoir devenir un pays producteur, n'est-ce pas,
pas de richesse, d'exportation et donc de redresser la valeur de la livre soudanaise. Il fallait passer par là. Bien avant la crise du Covid-19, le PIB réel du Soudan avait reculé d'environ 2,4% en 2019 en raison d'une contraction du secteur des services et du déclin des investissements dans l'immobilier et les services aux entreprises selon les perspectives de la Banque africaine de développement. Au Gabon, la délivrance de la carte de séjour sera désormais conditionnée par le paiement de l'impôt sur le revenu, en plus des documents habituellement demandés. Une mesure qui démontre la volonté de l'État gabonais d'explorer de nouvelles niches de recettes en cette période de carence qui affecte l'économie mondiale. Les précisions de Mildred Diamo. Au Gabon, l'obtention d'une carte de séjour est désormais conditionnée par le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, selon la Direction générale de l'immigration. Le montant à verser sera compris entre 100 000 francs CFA et 1,2 million de francs CFA en fonction des revenus des demandeurs, précise la direction. Tout expatrié qui a des revenus inférieurs à 2 millions de francs CFA n'aura pas à payer un précompte. Et pour que cela soit pris en compte à la direction, il faudra que cela présente une attestation d'exonération. Par contre, pour les revenus au-dessus, c'est la quittance qui atteste du paiement de leur précompte qui sera dans leur dossier. En plus des documents déjà fournis par les demandeurs de la carte de séjour, la présentation de la quittance de paiement du précompte est également exigée. D'après la Direction générale des impôts, cette mesure vise à contrer l'informel au Gabon, tout en permettant à ceux qui exercent une activité rémunérée dans le pays de contribuer à l'effort fiscal. C'est contenu dans la loi de finances. Ce n'est pas une mauvaise humeur du gouvernement gabonais. La démarche du gouvernement gabonais, à mon sens, se comprend. Parce qu'au moment où le Gabon, pas plus le Gabon que d'autres pays, tous les pays du monde actuellement, ont besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir financer les charges publiques face à une économie qui est carrément au ralenti, face à une économie qui ne fonctionne presque pas du fait des effets négatifs du coronavirus. Donc le gouvernement gabonais dit, pour ceux qui doivent donc, notamment les étrangers qui sont basé sur mon territoire, le chiffre d'affaires qui est réaliste là-dessus, il faut bien qu'il me donne un quantum de financement. Un quantum de ce chiffre, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être un revenu qu'ils ont gagné dans telle ou telle autre activité. Toutefois, les modalités de paiement de titres de séjour restent inchangées. La carte de séjour vaut 150 000 francs CFA, indique la direction de l'immigration. À travers cette réforme, le gouvernement gabonais compte booster les revenus de l'État afin de financer la relance de son économie menacée par une deuxième vague de la Covid-19 et la chute des cours du pétrole, principale source de revenus extérieurs du pays. Les matchs comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF se sont joués le 16 mars et à l'issue de cette nouvelle étape de phase de groupe, des équipes ont brillé plus que d'autres. Le point sur les équipes susceptibles de se qualifier pour le tour suivant avec José Douglas. D'abord en groupe A avec quelques images où Simba Sport a battu Almerek 3-0. Décidément, le club tanzanien marche très fort dans cette compétition et personne ne peut l'arrêter pour l'instant et caracole en tête du groupe avec 10 points. Encore début dans une autre rencontre du groupe où les Congolais du Vita Club se font piéger à domicile par les Égyptiens d'Al-Hali sur le score de 3-0 également. Visiblement, les hommes de Florent Ibengue ont du mal à trouver la cadence dans cette épreuve. Je ne vais pas prendre d'excuses. En première mi-temps, on a été un peu débordé. L'équipe adverse a changé son système de jeu, 4-4-2, et le temps de comprendre cela, on avait déjà pris 2 buts. Et au classement du groupe A, Simba Sport est premier, suivi d'Al-Hali, 7 points, Vita Club 4 points et Almerek 4e avec 1 point. En groupe B, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns du président Patrice Motsepe s'envolent avec 12 points. Les 3 autres équipes du groupe, Al-Hilal, CR Belouizdad et le TP Mazembe sont à la lutte. Mamelodi Sundowns qui a battu TP Mazembe pour qui rien ne va plus, 1-0. Et dans le même groupe, Al-Hilal et Belouizdad ont fait match nul 0-0. Le TP Mazembe a des difficultés sur le terrain. En changeant d'entraîneur, il y a toujours de nouveaux joueurs qui sont là. Avec, c'est vrai que tout ce qu'il y a tout autour, ça va pas, ça explique, il n'y a pas des excuses. Il y a simplement dire que nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs, mais là ils ont du mal à démarrer. C'est difficile de voir TP Mazembe avoir autant de difficultés actuellement. En groupe C, le Wydad est quasiment qualifié aussi, seul en tête, suivi de Rouya et Kaizer Chiefs. Petro Luanda et Kaizer Chiefs
ont fait match nul 0-0. Même score pour Oroya et Wydad. D'autres images avec le groupe D et d'abord le MC Jean Blanc qui a assuré en battant les Sénégalais de Tungut 1-0. Un résultat important pour la suite et pour le match Zamalek-Tunis. Écoutez bien, Roger Toto avait bien vu les choses. Oui, Tunis se voyage très très bien. Donc c'est une équipe qui joue très bien au ballon, très costaud et ça va pas être un match facile pour l'équipe égyptienne. Les Égyptiens de Zamalek en blanc ont donc été battus sur leur terrain par AS Tunis 1-0. L'essentiel, c'était la victoire car AS Tunis est seul leader avec 10 points, suivi du MC Alger 8 points. Zamalek et Tungut peuvent quasiment dire adieu à la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.